Salut à tous et merci de votre fidélité à Canal 7. Bienvenue sur 7 Blue Planet. Aujourd'hui, notre documentaire vous fait découvrir les mythes et légendes d'Afrique et nous irons au Cameroun, un pays d'Afrique centrale. Mais avant, je vous donne les résultats de la semaine dernière. Il fallait dire dans quel pays se trouve le parc des Virunga. Vous aviez donc le choix entre trois réponses. A, le Gabon, B, le Mali et C, la RDC, la République démocratique du Congo. Et la bonne réponse est la RDC, la République démocratique du Congo. Le gagnant est le propriétaire du numéro 06 18 36 62 et votre numéro s'affiche à l'instant au bas de votre petit écran. Sachez que vous êtes qualifié d'office pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin de ce mois d'avril. Bravo à vous! Selon les mythes et légendes d'Afrique, chaque phénomène, chaque paysage, chaque animal a nourri l'imaginaire du peuple africain. Plus la nature est spectaculaire, impressionnante ou insolite, plus elle alimente les mythes et légendes du continent. Aujourd'hui, justement, nous allons à la découverte des mythes et légendes d'un peuple de l'extrême nord du Cameroun, au village Rumsiki. Et voici la question de la semaine. Dans quel pays se trouve le village Rumsiki? Vous avez le choix entre trois propositions, le Venezuela, le Qatar ou le Cameroun. Envoyez vos réponses au 8877. Si votre numéro est sélectionné, vous serez qualifié pour le grand tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Alors soyez attentifs au documentaire qui va suivre. Je vous retrouve juste après. La lune se trouvait très pâle. Elle jalousait le soleil, paré de ses plumes de lumière. Alors un jour, elle attendit patiemment que le soleil regarde comme à son habitude de l'autre côté de la terre, et elle lui vola quelques plumes d'or. Quand il s'en rendit compte, le soleil, furieux, lança de la boue sur la lune en lui jurant qu'elle resterait collée à jamais sur son visage. Depuis, la lune a de grosses taches sur la tête. Elle ne pense qu'à se venger. Dès que le soleil a le dos tourné, elle lui jette de sa poussière à la figure. Et l'éclat du soleil s'estompe. Les tribus bantoues du Zambèze racontent cette histoire pour expliquer les brumes qui tombent sur la savane. Chaque phénomène, chaque animal, chaque paysage a nourri l'imaginaire du peuple africain. Plus la nature est spectaculaire, impressionnante ou insolite, plus elle alimente les mythes et les légendes du continent. Des pitons rocheux surgissent par dizaines au milieu de ces collines du Cameroun. Certains de ces monolithes mesurent plus de 100 mètres de haut. Ils sont situés dans les monts Mandara, à l'extrême nord du pays. Ces gigantesques pierres levées sont d'origine volcanique. Ce sont des dikes, le résidu de cheminées d'anciens volcans. À Rumsiki, le village au cœur des monts, il y a dans les têtes des explications moins rationnelles. Certains imaginent que ce sont les doigts des esprits qui sortent de la terre. D'autres murmurent qu'il s'agit des cases pétrifiées d'un ancien peuple de géants.
Ici, le temps s'écoule doucement. Et il y a mille occasions de faire vagabonder ses pensées. Chacun a son idée, mais personne ne se hasarde à l'exprimer. Si la nature a des révélations à faire, des secrets à partager, cela transite toujours par le sorcier. Dans cette peuplade Kapsiki, le sorcier s'est associé à un animal pour pratiquer ses divinations. Il entretient dans une jarre un crabe de maillot qu'il sollicite chaque fois qu'il doit prédire l'avenir. Le sorcier dépose le crabe dans un récipient où il a disposé selon un ordre bien défini des plaques de bois et des bâtonnets. Dans l'obscurité de la jarre, le crabe bougera plus ou moins le dispositif et il ne restera plus au sorcier qu'à l'interpréter. Quand la prédiction n'est pas suffisamment claire ou s'il a besoin d'une précision, le sorcier demande au crabe de lui parler directement à l'oreille. Le crabe est un intermédiaire entre le monde terrestre et le monde des esprits, une sorte de messager de l'au-delà. Si l'on confie le rôle à un crabe de marais, ce n'est pas le fait du hasard. Quand il s'enterre dans la boue, on imagine qu'il retourne prendre ses nouvelles dans l'univers obscur des esprits. Dans les mythes et les légendes africaines, chaque animal se voit attribuer un rôle en fonction de sa nature, de son milieu, de ce qu'il représente. Avec son aspect insolite, sa démarche lente, son aptitude à changer de couleur, le caméléon est un animal ambigu. Il tient une place essentielle dans la mythologie du continent. Le Créateur avait chargé un caméléon de transmettre un message à l'espèce humaine. Il tenait en quelques mots: les hommes vivraient éternellement. Mais dans le même temps, il avait chargé un lézard du message contraire qui disait que tous les hommes devaient mourir. Le Créateur n'avait pas d'idée préconçue sur le destin de l'humanité et il attendait que la nature fasse son choix. Parti longtemps avant, le caméléon aurait dû arriver premier, mais il traîna en chemin et se laissa devancer par le lézard. C'est le lézard qui remit son message en premier et qui fixa les hommes sur leur sort tragique. Le lézard a fait fonction de messager du malheur, et pourtant il est plutôt aimé dans les tribus. On se sent des affinités avec lui. Peut-être parce que sa patte se termine un peu comme une main. Et puis, c'est le caméléon en vérité qui, par sa lenteur, son insouciance, est seul responsable de la venue de la mort sur le monde.
2 jours plus tôt, la grosse corne d'antilope qui sert de trompe de guerre a sonné 3 fois durant la nuit. Elle annonçait un mort au village. Aujourd'hui, tout le monde est réuni pour le rite funéraire. Au cœur du pays Kabziki, le culte du défunt est l'occasion d'une grande fête. On chante et on danse devant le sarré du mort, l'enclos où sont bâtis ses cases et ses greniers à mil. Vient le moment où l'on passe symboliquement le corps du défunt au-dessus des murs de sa demeure pour lui faire traverser une dernière fois son village avant de le porter en terre. Le cortège revisite systématiquement tous les endroits que le mort fréquentait de son vivant. Par tradition, c'est toujours le forgeron qui porte le défunt à califourchon sur ses épaules. Le cadavre est orné de ses plus beaux habits et piqué de quelques plumes qui ont une forte valeur symbolique. Les plumes représentent le passage du monde des vivants à celui des morts, car l'oiseau est capable de relier les 2 univers différents de la terre et du ciel. Plus que tout autre, c'est le flamand qui symbolise dans la tradition l'âme qui migre des ténèbres à la lumière. Chaque oiseau, ou presque, occupe dans les mythes et les légendes africaines une place qui lui est propre. Le corbeau, par exemple, a un rôle de guide et d'esprit protecteur. Le pigeon hérite de la réputation d'oiseau de mauvais augure parce que son roucoulement est assimilé aux plaintes d'une âme en peine. Quant au héron, il a tantôt le bon, tantôt le mauvais rôle, selon qu'il évoque la vigilance ou sa perversion, la curiosité. Indiscutablement, c'est à la grue couronnée que revient la plus belle place de ce bestiaire ailé. Au Mali, on lui attribue tout simplement l'origine de la parole. La tradition affirme que l'homme a appris à parler en l'imitant. La grue couronnée incarne les 3 attributs fondamentaux du verbe. La beauté par son plumage, le son par un cri qu'elle est, dit-on, la seule à infléchir, et le mouvement par sa danse nuptiale. La grue ne fait pas l'objet d'un culte particulier, mais on peut se faire une idée de ce qu'elle représente en Afrique à travers les versets du texte initiatique d'une tribu Bambara du Mali. Le commencement de tout commencement de la parole est la grue couronnée. La grue couronnée dit « Je parle ». Première à parler, la grue est évidemment la première à raconter. Ces histoires viennent à l'oreille des hommes, passent de village en village, se transmettent de génération en génération. Elles parlent toutes des mêmes choses, du tonnerre et du vent, des fleuves et des montagnes, de la savane et des animaux qui l'habitent. Elles commencent toutes de la même façon. Comment cela est-il venu ? À l'est du continent, chez les Bantous, on dit que c'est Wélé, le dieu suprême, qui a créé le monde, en commençant par le ciel, d'où est tombée la pluie.
Wélé s'est ensuite remis à l'ouvrage. Il a créé la terre, l'homme et sa compagne, et seulement après, les plantes et les animaux. Cette version de la création vue par les Bantous laisserait perplexes les Bushmen du sud du continent. Pour eux, la création s'est déroulée dans un ordre tout à fait différent. Juste après le ciel et la terre, il y aurait d'abord eu les animaux, qui seraient apparus dans un ordre très précis, en commençant par l'élan. Il y eut ensuite le gnou, puis l'antilope rouane, ensuite l'oryx avec ses grandes cornes droites, le koudou auquel le créateur fit des cornes en spirale, et puis la girafe avec son grand cou pour manger tout ce que les autres laissaient en hauteur sur les arbres. Le créateur eut énormément de travail parce qu'il y avait une multitude d'animaux et qu'il voulait les faire tous différents. Quand est venu le tour de l'hippopotame, il a eu une discussion très vive avec le créateur. Le mastodonte voulait absolument vivre dans l'eau fraîche. En voyant cet animal si gros, cette bouche si grande, et en imaginant son appétit phénoménal, le créateur pensa aux poissons qu'il avait mis dans les mares. Il se dit que ce n'était pas raisonnable d'introduire des hippopotames dans l'eau. Probablement qu'à peine arrivés, ils en mangeraient tous les poissons. Et puis, de toute façon, il avait déjà accordé la place aux crocodiles. Il ordonna donc à l'hippopotame d'aller vivre dans la plaine. Le pachyderme s'exécuta, mais en gémissant si bruyamment que le créateur finit par céder. Il posa toutefois une condition, que jamais, au grand jamais, l'hippopotame ne mange un seul poisson. Depuis, les hippopotames vivent dans les mares et viennent de temps en temps répandre leurs excréments sur la berge pour que le créateur puisse vérifier qu'ils ne contiennent pas d'arêtes. Une fois tous les animaux créés, il en restait un dernier à faire, le lion. Le lion a été créé en dernier, juste après le phacochère et l'éléphant, et juste avant la personne. Pour les Bushmen, le premier être humain était le descendant d'un lion. Si dans la version Bushman, l'homme descend du lion, il est des cas où la filiation entre l'homme et l'animal se fait en sens inverse. C'est en tout cas ce qu'affirment les Wata de l'est du Kenya, quand ils racontent comment sont nés les éléphants. Au temps lointain du premier chasseur Wata, la sécheresse régnait sur la savane. Aussi, les animaux avaient déserté la contrée et l'homme rentrait toujours bredouille. Alors un jour, la femme du chasseur a abandonné ses tâches quotidiennes. Elle s'est éloignée un peu du village et a commencé à se nourrir de feuilles, de branches et d'herbes, et à se couvrir le corps de poussière. Elle faisait cela chaque jour, et on commençait à raconter dans la tribu que chaque jour, sa forme se modifiait davantage. Sa peau devenait rugueuse et plissée, son nez s'allongeait, ses oreilles grandissaient, et l'on voyait pousser en dehors de sa bouche 2 grandes dents d'ivoire. Elle était devenue monstrueusement grosse, prête à offrir sa masse de chair en sacrifice aux flèches du chasseur. Dans la tradition africaine, le passage de la condition humaine à la condition animale, et inversement, se fait couramment. Il suffit d'un peu de magie et d'un bon sorcier. Dans le petit village de Soko, c'était l'un des plus forts du pays. Soko est un village de la Côte d'Ivoire. Il est situé tout près de la frontière du Ghana. À la fin du 19e siècle, cette région vivait dans la terreur.
On craignait par-dessus tout l'arrivée d'un ancien marchand du Haut-Niger qui s'appelait Samori et qui, à la tête d'une armée, essayait de conquérir le pays. Samori remontait vers l'est, en détruisant systématiquement tous les villages qui lui résistaient. Un jour de 1888, alors que Samori approchait avec ses soldats, ses esclaves et ses pillards, le sorcier de Soko était perplexe. Il savait que ni les sacrifices ni les libations habituelles ne suffiraient à éloigner le danger. Il faudrait qu'il ait recours à la grande magie. Il consulta l'esprit des ancêtres et sut bientôt comment il pourrait mettre hommes, femmes et enfants à l'abri du massacre. Le jour où Samori entre dans le village, il est complètement désert. Aussi, il ne s'y attarde pas. Il n'attache aucune attention aux singes qui regardent passer ses troupes. Ce sont pourtant les villageois que le sorcier a transformés pour l'occasion. Une fois le danger passé, il est prévu évidemment que le sorcier fasse opérer sa magie en sens inverse. Mais voilà, épuisé par sa grande magie, le sorcier est mort. Et personne ne peut plus rendre aux villageois leur apparence humaine. Contrairement à ce qui se passe pratiquement dans toute l'Afrique où l'on considère les singes comme des voleurs, ils sont bien traités à Soko. Chacun se dit ici qu'en accueillant ou en nourrissant un singe, on apporte sans doute assistance à un ancêtre. En Afrique, quelques animaux ont directement bénéficié des croyances et des légendes pour échapper à un sort funeste. C'est le cas du serpent, dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Bénin. Au sud du pays, dans la région des lacs, le python est considéré comme un animal sacré. On danse régulièrement en son honneur. La danse est censée mimer le comportement du serpent dans sa vie quotidienne. Dans la ville de Ouida, le peuple des Pédas consacre un véritable culte au serpent. Derrière ces portes, à l'intérieur du temple qui leur est consacré, quelques pythons sont nourris et entretenus. On sort les pythons sacrés à l'occasion de la grande cérémonie qu'on donne en l'honneur du dieu serpent.
Les sages du village témoignent à cette occasion le respect et même la tendresse qu'ils ont pour ces reptiles qu'ils considèrent comme leurs ancêtres. Ces manipulations ne présentent pas de danger car les pitons sont des serpents non venimeux. C'est sans doute pour cela qu'ils jouissent de ce statut privilégié. Si l'on trouve un python sauvage dans une maison, on ne lui fait aucun mal et on demande à un jeune du village de l'enlever délicatement. Pendant qu'on va reconduire avec beaucoup d'égards ce python dans la brousse, dans le village voisin, tous les hommes valides reçoivent leurs consignes pour une chasse aux serpents. On a signalé la présence d'un cobra près des cases. L'espèce est dangereuse et tout le monde sera plus tranquille quand on l'aura trouvé. Si on trouve le cobra, on le tuera, car il n'y a que le python qui jouisse ici d'un statut privilégié. La chasse est pour le moins incertaine. À dire vrai, les chances de débusquer le serpent, qui s'enfuit toujours à la moindre vibration, sont quasiment nulles, à moins qu'il ne se soit réfugié dans son nid. On s'attaque à cette termitière parce que les cobras y élisent souvent domicile. Ici, on peut casser la termitière car elle n'a pas de signification symbolique. Mais pour d'autres peuplades, elle est sacrée. Elle représente l'enclume tombée du ciel pour enseigner aux hommes l'art de la forge. Faute de dénicher le cobra, on dérange un python qui somnolait tranquillement par là. Menace ou fétiche, le serpent est omniprésent dans les croyances et les légendes de ces régions lacustres. Le serpent est souvent associé à l'eau, parce que ses ondulations rappellent celles de la rivière. Il partage l'univers des lacs et des fleuves avec le crocodile qui inspire lui aussi à la fois crainte et respect. Au Burkina Faso, tous les crocodiles sont protégés, parce que tous les crocodiles sont sacrés. Si l'on en croit la légende, tout a commencé au cœur du pays, dans le village de Sabou. On raconte qu'il y a très longtemps, le chef du village a été sauvé par un crocodile. Au plus fort de la saison sèche, il s'était égaré loin de tout point d'eau et commençait à mourir de déshydratation. Au lieu de le dévorer, un crocodile qui passait par là l'a sorti de son coma. Il est retourné à la mare, qu'il était seul à connaître, y a trempé sa queue et l'a portée aux lèvres du mourant pour le réhydrater. Rentré chez lui, le chef du village a dit qu'il fallait non seulement vénérer ce crocodile, mais tous ses frères et tous ses descendants. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours, dans quelques mares sacrées où les crocodiles peuvent vivre en toute quiétude. Celle-ci est située à Bazoulé, à moins de 50 km à l'ouest de la capitale, Ouagadougou. Quand elle est pleine, la mare couvre une superficie de 5 hectares. Elle abrite jusqu'à une centaine de crocodiles. Pour éviter que les crocodiles ne soient trop tentés par les porcs ou les moutons du village, on leur fait régulièrement l'offrande de quelques poulets.
Ici aussi, les crocodiles sont censés abriter l'âme des ancêtres. En Afrique de l'Ouest, une grande partie de la population reste toujours adepte de la religion animiste. Elle attribue une âme aux animaux et aux phénomènes naturels. À l'est du continent, chez les Maasai, comme chez la plupart des peuplades qui sont originaires du bassin du Nil, on croit plutôt en un dieu unique. Le dieu des Maasai s'appelle Ngai. C'est un pur esprit qui se sert de la nature pour exprimer son humeur à l'égard des hommes. Pour exprimer au quotidien une petite colère, le dieu Maasai frappe un coup de tonnerre. Pour témoigner au contraire de sa bienveillance, il fait paraître un arc-en-ciel. Quand la divinité est vraiment mécontente du comportement des hommes, elle intervient de façon beaucoup plus spectaculaire. À l'ouest du Kenya, le lac Bogoria est né, dit-on, d'une colère divine. Autrefois, à l'emplacement du lac habité aujourd'hui par les Flamands, vivaient deux tribus, les Sokomo et les Kamal. Les Sokomo étaient très hospitaliers, toujours prêts à accueillir les voyageurs. Les Kamal, eux, ne les recevaient qu'à contre-cœur. Ils leur servaient systématiquement du lait tourné, de la viande avariée et des légumes pourris. Les deux tribus vénéraient le même dieu qu'ils appelaient Chebet. Chebet ne supportait plus que les Kamal dérogent en permanence aux lois sacrées de l'hospitalité. Un jour, il décida de les punir. Il déclencha la pluie, une pluie torrentielle qui dura des jours et des jours. Les Sokomo qui avaient été avertis ont pu quitter leur village et se réfugier sur les hauteurs. Les Kamal, qui en plus étaient paresseux, ont longtemps regardé les eaux monter avant de réagir, mais il était trop tard. Un lac avait pris la place de leur village et toute la tribu a péri engloutie par ces eaux. Aujourd'hui encore, on entend, paraît-il de temps à autre, monter du fond du lac les plaintes de la tribu perdue. Dans cette région, les dieux semblent particulièrement sensibles aux règles de l'hospitalité. Et il semble que la punition soit toujours la même. À quelques centaines de kilomètres de là, se trouve le lac Simbi. Le lac est situé à Osodo Bay, dans l'ouest du Kenya. Les eaux du lac sont extrêmement profondes et d'origine mystérieuse, car on ne leur connaît aucune source.
Bien entendu, dans le village voisin, tout le monde sait comment le lac s'est formé. La légende qu'on raconte ici n'est qu'une variante de celle du lac Bogoria. Et des dizaines d'autres lacs africains revendiquent pour expliquer leur origine des histoires très proches. Malgré quelques accès de colère, par nature, le dieu du peuple africain est rarement méchant. D'ailleurs, à l'origine, il vivait aux côtés des hommes. Jusqu'au jour où, lassé de les entendre se quereller, il a été voir une araignée pour lui demander de lui prêter son fil, car il voulait quitter la terre et grimper au ciel. On retrouve l'image de ce dieu désabusé et assez décontracté dans une légende bushman qui raconte l'histoire de ces arbres étranges du nord-est de la Namibie. Ce sont des Moringa ovalifolia. On a l'impression, quand on les regarde, qu'ils ont les racines à la place des branches. Ils donnent l'impression d'avoir été plantés à l'envers, ce qui n'a pas échappé aux tribus locales. Pour les Bushmen, si ces arbres sont si différents des autres, il y a une explication simple. Le Créateur avait terminé tout ce qu'il avait à faire. Les montagnes, les plaines, la savane, l'homme et tous les animaux. Quand il s'est rendu compte qu'il lui restait à placer 2 grosses brassées d'arbres. Comme il était fatigué et qu'il ne savait pas trop quoi en faire, il les a lancés en l'air et ils sont retombés n'importe comment et surtout la tête en bas. Ces arbres occupent un site qu'on appelle ici la forêt hantée. Comme en tout endroit un peu insolite, on imagine qu'elle est habitée par les esprits. Chaque milieu a son esprit. L'esprit est l'expression d'une force naturelle, diffuse, ou au contraire extrêmement précise. De tous les milieux, le fleuve est celui qui connaît au fil des jours les modifications les plus spectaculaires. Avec ses crues qui évoquent des colères et les moments où son lit, complètement à sec, laisse à penser qu'il est endormi, le fleuve donne le sentiment qu'il vit. Imprévisibles, souvent opaques, les eaux des rivières sont mystérieuses et inquiétantes. C'est le refuge rêvé pour un esprit. L'esprit est toujours très susceptible, surtout si on se met à toucher à son milieu. Habituellement, la colère des esprits est évidemment redoutée des populations locales et on fait tout pour les apaiser. Mais cette fois, en 1955, dans l'ancienne Rhodésie, qui allait devenir le Zimbabwe, le peuple Batonka implorait l'esprit du fleuve pour qu'il se déchaîne. Les Batonka vivaient dans la vallée du Zambèze supérieur.
Les autorités blanches venaient de leur annoncer qu'ils devaient partir, car bientôt on inonderait leur village. Les eaux allaient monter, submerger toute la vallée, car en aval, on avait décidé de construire sur le Zambèze l'un des plus grands barrages du monde, le barrage de Kariba. Il était prévu d'inonder 5200 km² pour fournir le pays en électricité. Le nom Kariba vient du nom Kariwa, qui dans la langue Shona signifie le piège. Les Batonkas se sont battus pour que ces eaux ne recouvrent jamais leurs terres, pour que ces paysages avec ces arbres noyés n'existent pas. Ils ont lutté à leur façon, sans moyens, et en comptant surtout sur Nyami Nyami, l'esprit du fleuve. Nyami Nyami n'a pas su s'opposer à la montée des eaux, mais il a fait payer cher la construction du barrage. Plusieurs fois, des élévations brutales du niveau du fleuve ont fait céder l'ouvrage en cours de construction et provoqué la mort de presque une centaine d'ouvriers. En 1959, un an avant la mise en service du barrage, on a évacué des animaux et fait partir 50 000 Batonkas. La mort dans l'âme, ils ont été se réinstaller sur des terres plus élevées. Puisque la bataille était perdue, puisque les eaux étaient là, tout le monde a cru que Nyami Nyami s'était fait une raison. Mais quelques années plus tard, le lac s'est rempli mystérieusement d'une algue parasite envahissante et tout le monde y a vu la rancœur de l'esprit du fleuve. Une fois l'algue vaincue, le lac a connu quelques années de tranquillité. La faune fréquentait ces nouveaux rivages et on commençait à trouver du charme à ces paysages insolites. En 1991, la région a connu cette fois une terrible période de sécheresse. Le niveau du lac a baissé au point que les turbines du barrage ne fournissaient plus assez d'électricité. Les Batonkas se sont sentis encouragés par ce nouvel accès d'humeur de l'esprit du fleuve. Ils disent maintenant qu'il ne s'apaisera que lorsque l'eau se retirera, donc quand on aura enlevé le barrage construit sur son cours. On raconte que Nyami Nyami a une tête de poisson et une queue de serpent. Mais personne ne l'a jamais vu. C'est normal, c'est un esprit. Un esprit donne des signes pour se faire comprendre, mais il ne se montre jamais. Donc, une chose au moins est sûre, ce n'est pas un esprit que les pêcheurs ont entrevu dans les eaux du lac Victoria. Ici, tout le monde vit de la pêche et tout le monde a entendu parler de la bête du lac.
Sur la rive ougandaise, on l'appelle le kwata. Mais côté kényan, on la désigne par un autre nom, Ol Umaina. Chacun a dans la tête la description qu'en a faite un voisin, un cousin ou un ancêtre, qui la tenait lui-même directement d'un des pêcheurs qui l'avait vue. Elle mesure un peu plus de 4 mètres. Elle est plus petite qu'un beau crocodile, mais très différente. Avec sa tête de chien, ses petites oreilles qui sont comme les cornes d'une vipère heurtante, ses griffes, ses pattes courtes et son cou bref. Si elle se montre aussi rarement, c'est sans doute à cause de la grandeur du lac. Quand la pêche est encore plus modeste qu'à l'habitude, les pêcheurs se demandent si la bête n'a pas croisé leur bateau et fait fuir les poissons. Une fois ou deux l'an, la conversation s'anime sur la berge parce que quelqu'un prétend avoir vu le monstre de loin, lézarder sur le sable du rivage, juste avant de disparaître dans l'eau. Le lac Victoria ne fait que 80 mètres de profondeur, mais il est gigantesque. Il couvre près de 70 000 km². Dans ces étendues immenses, personne ne peut jurer qu'il n'y a pas un animal ou un poisson qui a pu échapper jusque-là à l'inventaire humain. De tous les continents, l'Afrique est peut-être le seul à pouvoir encore offrir la surprise de grandes espèces inconnues. Il réserve toujours beaucoup d'espaces reculés ou quasi impénétrables. En 1983, au milieu du lac Télé, au nord Congo, une expédition scientifique affirme avoir longtemps observé un animal inconnu. Les témoins sont formels. Ce n'est ni un grand serpent, ni un lamantin qu'ils ont vu dans les eaux du lac. Cela ressemblait plutôt à une sorte de dinosaure. Du Soudan à la Zambie, du Cameroun à la Tanzanie, il existe une multitude de témoignages sur l'existence d'un animal aquatique qui s'apparenterait aux grands herbivores préhistoriques. De nombreuses expéditions sont parties à la recherche de ce monstre plus ou moins mythique qu'on appelle le Mokele-Bembe. On a bien trouvé des empreintes énigmatiques, mais jamais l'animal. Les quelques ossements spectaculaires qui, à l'occasion, ont pu faire rêver, ont toujours été identifiés comme appartenant à des espèces connues. Les sceptiques disent que le Mokele-Bembe n'existe pas, qu'il est le fruit de l'imaginaire des populations locales. Il y a en Afrique tellement d'animaux spectaculaires et mal connus que même les scientifiques ont pu se laisser impressionner.
Les partisans de l'existence du monstre rappellent quand même qu'un jour pas si lointain, en 1900, au Congo, Sir Harry Johnston, le gouverneur de l'Ouganda, a découvert l'okapi. Ce cousin de la girafe, complètement inconnu jusqu'alors, ressemblait terriblement à une créature de l'ère tertiaire, l'Eladotherium. L'Afrique gardera longtemps sa magie et ses mystères. On se contente ici de quelques certitudes. Le soir venu, le soleil descendra à l'ouest du côté des morts. Et tandis qu'il poursuivra jusqu'au matin son chemin sous la terre, le ciel sera traversé par des étoiles filantes. Ce sont les yeux des dieux. La nuit, ils se rapprochent de la terre pour mieux voir ce que font les hommes. Et voilà, vous avez été attentifs et c'est tant mieux. Alors je vous rappelle la question de la semaine. Dans quel pays se trouve le village Rumsiki? Au Venezuela, au Qatar ou au Cameroun? Pour participer, vous connaissez le principe. Envoyez votre réponse au numéro 8877 pour avoir la possibilité d'être sélectionné pour le grand tirage au sort de cette fin du mois d'avril. Surtout, n'oubliez pas, plus vous jouez, plus vous maximisez vos chances. Alors, restez donc en compagnie des programmes de Canal 7 et je vous retrouve la semaine prochaine.